Bonjour, là dans ma to-do list d'aujourd'hui, il y a marqué faire une vidéo sur le midi. Dans mes souvenirs, je devais avoir fait une vidéo un jour, il y a probablement longtemps, dans laquelle je râlais contre certaines choses liées au MIDI Musical Instruments Digital Interface. Et quelqu'un m'avait répondu: Ah, tu devrais faire une vidéo sur les trucs qui vont pas dans le MIDI. Je l'ai jamais faite, c'était il y a sûrement des années, et je sais plus exactement ce que ça concernait, mais je vais essayer de le faire maintenant. Je le fais de façon un petit peu informelle. Enfin, je le commence maintenant, je le finirai peut-être plus tard. Je précise tout de suite que la majorité des choses dont je parle dans cette vidéo concernent le MIDI traditionnel, euh, par opposition au MIDI 2 qui est sorti il y a quelques années, mais qui, à l'heure où je fais cette vidéo, n'est pas encore très très utilisé, qui fixe certains des problèmes, qui change certaines choses, mais pas tout. Les messages, maintenant, ils sont sur 32 bits au lieu d'être sur 7 bits. Il y a des choses qui sont quand même mieux. Et puis, il y a quelque chose qui est tout nouveau, là, à l'heure où je parle, qui s'appelle le MIDI Network. Mais tout ça, je sais même pas exactement très bien ce que c'est. Je crois que ça concerne juste le fait de pouvoir faire naviguer beaucoup d'infos dans des câbles très longs. Tant mieux si ça existe tout ça. J'ai noté une paire de choses dont je peux parler, j'en ai probablement oublié, ou je vais probablement faire des erreurs, peu importe. Mais je vais commencer par un truc très évident. Je vais d'ailleurs démarrer un séquenceur pour illustrer mon propos. Là, c'est un séquenceur avec Ableton. Bon. Déjà, je dois dire une chose, c'est que quand on parle de MIDI, ça englobe surtout un format de fichier, c'est-à-dire les fichiers .mid qui sont structurés d'une façon particulière. Enfin, il y a plusieurs structures possibles, mais il y a des standards par rapport à ça. Et puis, c'est un protocole de communication entre synthés, c'est-à-dire ça, là. Ça, c'est une prise DIN MIDI. On voit pas bien. Si, on voit. Ça, c'est une prise par laquelle des données MIDI peuvent passer d'un contrôleur à un synthé ou d'un synthé à un autre. Mais bon, enfin, maintenant, on peut aussi faire passer ce genre d'informations par des câbles jack ou ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a un protocole de communication entre les synthés qui est fait pour le temps réel. Là, on voit un clavier de piano qui est retourné. Enfin, qui est retourné ou pas. Enfin, on voit un piano roll, on appelle ça. Et il y a toutes les notes MIDI qui sont étendues dessus, de la plus basse à la plus haute, et il y en a 128. Le C, le Do -2, c'est la note MIDI 0. Bon, je rajoute une toute petite chose là, parce que sur Ableton Live que j'utilise, la note du milieu c'est un Do 3, alors que dans d'autres logiciels, on considère que la note du milieu c'est un Do 4, mais ça change pas forcément la note qu'on entend, c'est juste une convention de nommage sur quelle note s'appelle comment. Il y a des petites confusions là-dessus, je voulais juste le rajouter. Et ça va jusqu'à 127. Et ça, c'est une limitation parce qu'on peut pas en avoir plus que ça. Alors peut-être qu'on peut se dire: ah ouais, mais c'est déjà beaucoup, 127 notes possibles, ça va déjà de très grave à très aigu, on a rarement besoin d'autre chose que ça. Oui, sauf qu'en fait, le MIDI c'est utilisé pour plein de trucs aujourd'hui, y compris pour des choses pas forcément musicales, mais même en musique, si on a un set de percussions avec plein de percussions, il y en aura peut-être plus que 128. Enfin, moi, ça m'arrive souvent de slicer des samples que j'ai enregistrés, enfin, qui contiennent plein de petits samples intéressants, et des fois, il y en a plus de 128, et je suis embêté à cause de ça, parce que je suis obligé d'avoir deux pistes, juste parce que j'en ai 150, et je suis obligé d'avoir une piste séparée pour les quelques-uns qui... Supposons que j'ai un extrait audio là dans Live. Je veux le slicer. Donc je le slice en utilisant la fonction de Live qui sert à ça. Si je laisse ça par défaut, c'est-à-dire je dis slice toutes les croches et fais un drum rack avec, il m'a fait 123 tranches. Le drum rack, il contient 128 petits carrés qui correspondent aux 128, enfin rectangles, qui correspondent aux 128 notes MIDI. Et là, il a disposé, en partant de cette note-là, les 123 tranches sur les 128 carrés.
Il y en a qui ne font pas beaucoup de bruit. Maintenant, si je lui demande de slicer, je peux lui demander aussi de slicer dans un sampler. Là, on le voit bien, il est réparti une note par slice. Voilà les slices qui défilent là. Mais supposons que je veuille un slice, enfin un découpage plus petit, je vais choisir un 16e de note là. Bah là, il va refuser de le faire parce que ça va faire 245 slices pour 128 notes disponibles et donc il refuse complètement de le faire. Il va même pas juste prendre les 128 premières au bas. Je suis bloqué quand c'est comme ça. Il faut trouver d'autres solutions. Enfin, il faut en faire un nouveau sample qui serait plus petit pour tomber en dessous de 128 notes. C'est pas toujours très pratique. Une fois, j'avais dû faire aussi un synthétiseur vocal avec différentes voyelles, différentes consoles, différentes voyelles, et la combinaison de toutes les consonnes et voyelles dépassait 128, donc j'étais un petit peu embêté par rapport à ça. Voilà, ça c'est pour les numéros de notes, mais il y a la même chose avec les vélocités. Une note, elle a des vélocités qui vont de 1 à 127. C'est pas énorme. D'autant plus que je me souviens que parfois les vélocités sont utilisées pour des choses qui sont pas des vélocités. Par exemple, je sais que j'ai un plugin qui découpe l'audio en différentes... C'est un outil, je crois que c'est un truc qui s'appelle Samplab. On donne de la musique et ça fait comme Mélodine, quoi. Ça sépare les différentes composantes de la musique, les différentes notes qu'on entend en même temps, et ça permet de changer les notes indépendamment. Et donc ça demande... ça se fait sur une seule piste MIDI. Et donc ça demande de savoir comment le logiciel fait pour savoir que cette note-là, c'est la note de guitare, alors que celle-là, c'est la note de trompette. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés par la vélocité. C'est-à-dire la vélocité 99, c'est la guitare, et 100, c'est la trompette. Mais le side effect de ça, c'est qu'on peut plus utiliser la vélocité, puisqu'elle est déjà associée au fait de différencier un instrument d'un autre. J'essaierai peut-être de faire une démo de ça, mais je sais pas. Ensuite, la vélocité 0, souvent on considère que c'est une note off. C'est-à-dire, là on commence une note avec une vélocité, par exemple de 72, et quand la note se termine, on considère que c'est comme si on jouait la note avec une vélocité de 0. Mais en fait c'est un peu faux, puisqu'il existe le message de note on. C'est un message avec un statut particulier qui dit la note commence. Mais il existe aussi un message MIDI qui est un message de note off. Et on peut préciser d'ailleurs une vélocité pour cette note off. Et ça, c'est un concept indépendant de celui du note on avec 0. Et ça, c'est encore une des multiples ambiguïtés du MIDI. Alors en général, les séquenceurs essayent de traiter les deux de la même façon, mais il faut se rendre compte que c'est pas censé être la même chose. Et à quoi sert la vélocité de la note off ? Ça pourrait être, par exemple, si je suis en train de jouer de la basse, on me voit pas là, on voit pas mes mains. Ici, clic. Je suis en train de jouer de la basse, je fais ting, et quand je vais arrêter la note, je vais faire avec mon pouce, par exemple. Ça va faire un petit tuk. Ça, c'est fréquent. Enfin, il y a plein d'instruments qui font ça. Si je joue du piano, je relâche la touche, il y a le marteau qui revient, ça fait ploc. Bon, mais quand je fais ça, ting, peut-être que je ramène mon pouce avec une certaine vélocité et que ce petit son de il va être plus ou moins fort. La vélocité de la note off, elle correspond à ça et c'est quelque chose qu'on peut vouloir utiliser, pourquoi pas. Un autre problème qui est lié à l'idée de vélocité, c'est que la vélocité de cette note-là, par exemple, je peux avoir plusieurs notes en même temps. Et je peux décider que cette note-là, elle a une petite vélocité, tandis que cette note-là, elle a une grande. Mais je ne peux pas faire évoluer la vélocité au cours de la note. Alors que c'est quelque chose que certains synthés pourraient utiliser. Par exemple, si un synthé veut simuler un son comme celui d'un violon, au violon, je peux avoir le violon, commencer la note doucement, puis appuyer plus fort après. Et ça, on peut pas vraiment le faire. On peut pas dire cette note-là, elle est très forte, et celle-là, par exemple, elle commence faible, et puis elle serait plus forte, et puis elle redevient plus faible. Enfin, je prends un exemple très particulier, mais il y a plein de conditions, il y a plein de circonstances dans lesquelles on pourrait avoir envie de faire ça.
Alors je sais, il y a des gens qui disent oui, mais il existe les contrôles, on voit plus rien. Il y a des contrôles, control change, enfin il y a des CC, qui eux peuvent être manipulés avec plus de précision et enfin qui peuvent être manipulés différemment au cours du temps. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Là je peux tracer une courbe et dire telle valeur augmente puis baisse. Et si j'ai besoin d'une vélocité, si j'ai besoin d'une valeur qui représente quelque chose qui peut augmenter et baisser au cours de la note, enfin qui peut évoluer au cours de la note, je peux utiliser ça. Oui, sauf que en vrai, je peux là, si je fais ça, alors que j'ai de la polyphonie, bah, cette courbe-là, elle est commune aux deux notes. Je peux pas donner une courbe spécifique à une note comme j'ai pu le faire pour la vélocité de départ. Donc on a un bénéfice ou l'autre, mais pas les deux. Voilà, ça c'est une chose encore que je voulais dire. Une limitation aussi un peu chiffrée, on va dire, c'est le fait qu'il n'y ait que 16 canaux sur un fichier MIDI. Sur un fichier MIDI ou dans le protocole MIDI en général, si là je veux envoyer des notes MIDI... Les control change, en tout cas dans le MIDI 1, sont limités à 128, 127 valeurs. Il y a des choses qui s'appellent NPM, RPN et NRPN qui permettent d'associer deux control change pour aller jusqu'à 14 bits, mais c'est super pénible il faut associer... ce serait super pénible à faire avec un contrôleur. Je sais même pas comment, à moins que le contrôleur gère directement ce genre de choses, mais je crois qu'il y a l'un de ces deux formats qui est propriétaire. Mais ce serait super pénible de gérer une partie des bits avec l'un des potards et l'autre partie avec l'autre potard, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement facile à utiliser. Un synthé que j'aurais branché. Le synthé, il est peut-être multitimbral, il a peut-être, pour une raison ou une autre, il accepte... j'ai peut-être plusieurs synthés branchés tout simplement, et il y en a un qui va recevoir le canal 1, l'autre le canal 2, etc. Mais je peux pas aller plus que 16. Dans certains cas, Ableton, il veut bien qu'on aille jusqu'à 17, 18, etc. parce qu'il considère que si par exemple j'ai deux contrôleurs de branchés en même temps, il va considérer que le premier contrôleur va s'occuper des canaux qui vont du 1 au 16, et que le canal 1 du deuxième contrôleur, c'est le 17e, le 18e, etc. Il y a certains séquenceurs qui fonctionnent comme ça. Mais en réalité, il y a quand même que 16 canaux, quoi. Il y a virtuellement plus de 16 parce qu'il y a plus de machines. Mais c'est quand même une limitation qu'on peut noter. Oui, puis qui est importante. C'est-à-dire, si je veux retranscrire une partition pour orchestre sur un fichier MIDI, je suis un petit peu embêté parce qu'il y a peut-être plus de 16 instruments. Après, qu'est-ce que j'ai noté ? Ah oui, alors après, il va falloir que je rentre un petit peu plus en détail dans les fichiers. Alors, soit j'ouvre un fichier MIDI avec un éditeur EXA, soit j'utilise... je vous montre ce petit outil qui s'appelle MIDI Quick Fix, et c'est vraiment pas mal. On peut charger un fichier MIDI avec... Et dans ce fichier MIDI, il y a plusieurs pistes. Là, il y en a deux. Alors, visiblement, la première piste, c'est une fausse piste qui sert qu'à stocker le tempo et la métrique, on va dire, et dire quand la piste se termine. Et sur l'autre piste, on voit tous les événements dans l'ordre. Donc, on voit qu'il y a des notes off et des notes on, des notes on et des notes off. On voit le temps antique qui s'écoule entre chaque événement. Et puis on voit, il doit y avoir d'autres infos, il y a juste fin de la piste, non, il n'y a pas grand chose d'autre que des notes. Mais le format MIDI, il peut contenir plein d'informations différentes. On peut contenir des notes off, des notes on, off, sur différents canaux. Le canal, il est précisé dans le message. Il peut contenir des programmes change, des control change, et puis des choses un peu plus bizarres comme ça. Le truc un petit peu agaçant quand on crée un logiciel MIDI, moi ça m'est arrivé de créer un logiciel qui, pour une raison ou une autre, devait parser du MIDI, devait écrire ou lire des fichiers MIDI, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance combien d'octets un message va faire. C'est-à-dire, ces messages-là, note on, note off, dans mes souvenirs, ils faisaient 3 octets. Alors c'est quoi ? Alors je l'ai noté là, il y a un octet de statut, un octet pour la hauteur de la note, et un octet pour
Ah non, ça c'est... l'exemple que j'ai sur les yeux, c'est pour la note off. Il y a statut, hauteur de note et vélocité de relâchement. Mais je suis sûr que... la doc, elle était assez compliquée à ce niveau-là. Il y avait certains... c'est quoi, le message de canaux, les messages de... Ouais, il y a les messages de canaux et messages système. Voilà, par exemple, là, ce que j'ai sous les yeux, c'était une capture d'écran d'un parseur, un parseur MIDI que j'avais fait en Java. C'était même pas vraiment pour faire de la musique, c'était pour faire de l'animation, mais bref. C'était quelque chose qui lisait un format MIDI et qui en extrayait tous les événements dans l'ordre. C'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec MIDI Quick Fix, quoi. C'est-à-dire ça disait à tel moment il se passe ça, là c'est un message MIDI, là c'est un événement MIDI. Mais en fonction du type de... Je ne pouvais pas savoir à l'avance la durée du message. Il y avait des messages, je pense typiquement des messages de système exclusif qui étaient d'une longueur complètement variable en termes de nombre d'octets. Parfois c'était indiqué au début dans certains cas, je crois, ou c'était indiqué avec un bit de... Enfin, c'était indiqué d'une façon... AVB... Je sais plus, il y avait un sigle pour ça. Parfois c'était pas indiqué. Parfois, il fallait arbitrairement savoir que parce que c'est tel type de message, ça c'est le genre de message qui fait 2 octets, et ça c'est le genre de message qui fait 3 octets. Enfin, j'avais dû gérer un à un tous les cas particuliers parce que rien de façon générique indiquait dans le message que là c'était à coup sûr 3 octets, à coup sûr 2 octets. Il fallait gérer les cas un par un. Et je pense que je les ai pas tous gérés parce que je me souviens qu'il y avait certains fichiers MIDI qui étaient mal lus par mon programme, alors que d'autres étaient bien lus, donc il devait rester 1 ou 2 cas particuliers que j'avais pas gérés, j'ai jamais trouvé lesquels. C'est un petit peu pénible. En plus de ça, je crois je suis pas sûr que ça gérait le format MIDI 0 et 1, qui sont 2 protocoles encore un peu séparés. Bon, tout ça, ça facilite pas forcément la... Enfin, pour un format de fichier qui est censé être aussi générique et aussi utilisé par un petit peu tout, c'est un peu dommage. J'imagine que l'idée de base, c'était d'économiser des octets et faire en sorte qu'au moins les messages typiques puissent gratter quelques octets en ne faisant que 2 octets au lieu de 3. Mais finalement, on y perd beaucoup. Enfin, aujourd'hui, sur les ordinateurs modernes, on s'en fiche un petit peu que le truc, la taille des fichiers MIDI, elle est négligeable de toute façon, donc c'est plus vraiment un problème. Ouais. Mais par exemple, Program Change, il doit avoir que 2 octets puisqu'il a le statut et la donnée, c'est-à-dire le nom du programme sur lequel on va. Ouais, c'est un bon exemple. Program Change, il a que 2 octets alors que Note On a 3 octets. Dans ma liste, j'ai noté un truc un petit peu particulier aussi, c'est le problème de faire 2 notes, enfin faire 2 notes en même temps, c'est possible. Et elles sont pas stockées au même endroit dans le fichier MIDI, mais elles ont, s'il y a 0 tick entre les deux, elles sont simultanées. Par contre, faire 2 fois la même note en même temps, ça c'est difficile. C'est théoriquement possible. Là, j'ai ce logiciel, je peux dire, j'ai une note off, j'ai une note on qui fait B3. Et avant de faire note off sur B3, je vais refaire une note on de B3. Je vais essayer, on va voir ce que ça dit. B3, ouais. Hop. Voilà, là j'ai 2 notes on simultanées. Elles sont au même tick, elles sont au même temps. Et j'ai une note off plus tard. Donc c'est théoriquement possible. Sauf qu'en vrai, les logiciels, ils considèrent que si on a appuyé sur une touche de piano, on ne peut pas rappuyer sur la même touche de piano. Et en même temps, pourquoi pas, hein, puisque le piano, c'est pas la modélisation finale de tout instrument MIDI. Donc moi, ça me paraît pas forcément aberrant. Par exemple, on pourrait se dire que si c'est pas un piano, mais un tambour, je peux taper une fois sur un tambour et retaper dessus, alors que taper 2 fois avec 2 maillotches, ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, on peut imaginer des manières de taper 2 fois de jouer 2 fois la même note en même temps. Là, c'est pas ce que je souligne là, c'est pas un problème spécifique au MIDI, puisque comme je le montre, le format le gère. Mais c'est plus... Enfin, on considère souvent qu'un synthé, ça se contrôle avec un clavier de piano, et donc beaucoup de synthés n'envisagent pas que ce soit possible de faire ça. C'est plus une sorte de side effect. Mais je l'ai mis quand même dans la liste. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah oui, le relâchement progressif des... Alors, c'est-à-dire, imaginez, j'appuie sur une touche de piano, et je relâche progressivement mon doigt.
Je suis pas sûr que ce soit très facile à modéliser ça. Piano, c'est un peu particulier. Le piano avec des marteaux, c'est un peu particulier, mais ça a quand même un petit impact, la façon dont on enlève son doigt. Mais je pense que par exemple sur les orgamones, à mon avis, ça a vraiment un gros impact. Enfin, on sait qu'il se passe plusieurs choses au fur et à mesure qu'on appuie sur la note, et je pense qu'au fur et à mesure qu'on enlève son doigt de la note, il doit y avoir la roue dentée qui s'enlève progressivement du micro. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment facile à modéliser. On a une vélocité de relâchement, mais la vélocité c'est pas la même chose que la vitesse. Enfin, on peut pas. C'est juste un chiffre. On peut pas faire une courbe de relâchement qui serait non linéaire ou des choses comme ça. On a parfois un truc qui s'appelle l'aftertouch, qui correspond à des valeurs plus subtiles une fois qu'on a appuyé la note. Mais c'est une fois qu'on appuie la note, c'est pas une fois, c'est pas après qu'on ait enlevé son doigt. Donc pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas la même chose du tout. Voilà, ce truc-là, je suis pas sûr que ce soit. Pour tout dire, je l'utilise pas vraiment. Mais si je devais travailler avec ce concept un jour, je pense que je galérerais un petit peu avec le MIDI tel qu'il existe actuellement. Et pendant longtemps, je considérais aussi que un défaut du MIDI, c'était le fait que quand on entre des notes MIDI, ce sont des nombres entiers. Là, je peux mettre Fa ou Sol. Mais je peux mettre Fa dièse. Mais je peux difficilement mettre une note qui serait entre Fa et Fa dièse. Je peux utiliser du pitch bend, mais c'est un signal. Enfin, la note que j'envoie, c'est quand même Fa ou Fa dièse, c'est un nombre entier. Et puis j'utilise du pitch bend pour. Non, ça c'est track panner. Je voudrais pitch bend. Je peux mettre une valeur de pitch bend, mais ce truc-là, il est pas du tout normalisé. Ça, là, le pitch bend, il équivaut à. Ouais, il équivaut à peu près une quarte. Mais ça dépend des synthés. Ça veut pas dire la même chose pour tous les synthés. Donc ça, c'est pas. Je sais même pas où on le règle ici, c'est là. Là, je peux demander que ce soit une seconde majeure, par exemple, à la place d'une quarte. Et d'autre part, si j'ai deux notes, je peux faire un pitch bend pour les deux notes, mais je peux pas le faire pour les deux notes, pour chacune des notes indépendamment. De la même manière, si par exemple je veux faire ça, on va dire, je sais pas, je vais faire un contour mélodique qui serait comme ça. C'est pas mal. Non, je vais faire autre chose. Je vais faire. Par exemple, je veux faire ça. Admettons. Là, ça marche bien. Enfin, ça marche discutablement. Mais si je mets beaucoup de release, par exemple, je veux que les notes se prolongent un petit peu après la fin de la note. Voilà, ce qui se passe, c'est que au moment de faire repartir la deuxième note, la première qui était censée finir sur une note aiguë, elle repart du bas, puisque j'ai qu'une seule valeur de pinch bend pour toutes les notes qui sont jouées, même quand elles se chevauchent. Du coup, ça, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas un concept très. C'est pas toujours très pratique, mais c'est vrai que maintenant, il y a une chose un peu nouvelle qui s'appelle MPE. Oui, c'est là. Voilà, ce menu-là, c'est quelque chose de relativement nouveau, et heureusement que c'est là, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est un peu comme le pitch bend, sauf que ça marche que avec des synthés qui acceptent le protocole MPE, et celui-là ne l'est pas malheureusement, ce qui est quand même un sacré, handicap. Mais voilà, lui, il y a marqué MPE ici, il y a des synthés, il y a des VST qui acceptent ça. Et ça ne marche pas, et pourquoi? Parce que pitch bend, bon, ça règle pas tous les problèmes, hein. C'est-à-dire que la valeur du pitch bend reste assez arbitraire. Faut pas trop leur en demander, hein. Si je mets pitch bend au maximum,
Bon, là, admettons, je règle le synthé pour que la valeur maximum de note pitch bend, qui est un pitch bend spécifique à chaque note, soit équivalent à 48. Et dans ce cas-là, je crois que les valeurs indiquées en demi-ton là sont bonnes. On va voir. Par exemple, la Do. Là, ça marche bien, et je peux lui demander de revenir. Et ce qui est rigolo, c'est que là, je peux faire des choses polyphoniques. Moi, j'ai voulu faire des choses comme ça pendant très longtemps, et c'était pas possible. Mais là, admettons... Ça me plaît beaucoup, moi, qui est ça. Ce qui est bizarre, c'est que ça, c'est un besoin qui est là depuis longtemps dans le protocole MIDI, mais c'est arrivé à partir du moment où on a eu des interfaces comme par exemple le Seaboard, alors que ça existait déjà en plus ce genre d'interface avant, enfin il y a des vieilles interfaces qui étaient un peu comme ça. Mais je pense que c'est ce genre d'interface qui a créé ce besoin de définir de nouveaux protocoles. Et heureusement, même si je ne suis pas forcément très intéressé par les Seaboard et les trucs comme ça, mais je suis assez intéressé pour tracer ces traits. Ça fait longtemps que j'attendais qu'on puisse le faire, donc tant mieux. Mais il y a quand même encore beaucoup de... Enfin déjà, ça reste arbitraire. Là, il y a des valeurs en demi-ton, mais en vrai, j'ai dû régler le synthé... sur une certaine valeur, enfin demander que le note pitch bend influence le pitch d'une valeur arbitraire pour que ça marche et pour que ces demi-tons soient une valeur réelle. Et puis il y a plein de choses, alors, je sais pas si je vais retrouver ça, mais par exemple il y a ce truc qui s'appelle microtuner. Là normalement ça fait ça. Cool. Si je mets ce truc là, microtuner, ça convertit l'échelle de ces notes-là sur des notes avec une notion de microtonalité. Je dois dire que pour moi, en tant que développeur, c'est pas si facile, parce que je me suis pas encore trop penché sur... c'est assez nouveau, hein, sur le fait de programmer des synthés ou des patchs, admettons Max for Live ou quoi, avec cette notion de MPE. Mais... j'ai l'intuition que ça va pas être si facile, parce que j'avais déjà regardé un petit peu comment ça marche à l'intérieur, et moi ce que j'aurais bien aimé c'est que les notes MIDI acceptent des flottants, c'est-à-dire que si la note, alors je sais pas, on va dire au hasard, ça doit être la 32 à peu près, la note Do, ça c'est la 32, ça doit être la 33, en supposant que celle-ci soit la 32, et ben j'aurais voulu qu'on puisse mettre 32,5 et que ça fasse une note qui soit entre Do et Do dièse. Et il n'y aurait pas besoin de rajouter un concept à part pour les micro-ajustements, quoi. Ça aurait été cool. Alors, je sais pas s'il faut... comment je le ferais? Non, je pense que si je devais faire ça, je ferais une note qui serait pile entre Do et Do dièse, sans notion de... Enfin, en mode, on va dire, chromatique tempéré. Enfin, le milieu pile entre les notes chromatiques tempérées. Alors, il y a quelque chose qui m'embête très notoirement et qui, je sais que ça embête d'autres musiciens, j'en parle parfois avec des amis. Et, la technologie en musique d'une façon générale, et plus précisément le MIDI, c'est pensé pour le temps réel, c'est pensé pour le live. Il y a des fichiers MIDI qu'on peut connaître entièrement de A à Z, enfin si le fichier dure 5 minutes, on peut le lire comme on veut. Il y a des données MIDI qui sont envoyées en temps réel, mais la façon dont la technologie est pensée est souvent faite pour répondre à des besoins de temps réel et pas à une connaissance intégrale de la musique. Et je fais un petit ajout à ça quand même, parce que entre le moment où j'ai enregistré cette vidéo et aujourd'hui, il y a eu notamment les devices que Ableton appelle transformation, qui sont maintenant possibles, et qui sont des devices qui ne fonctionnent pas en temps réel. C'est-à-dire, je change quelque chose, à chaque fois que je bouge un bouton là, il va prendre le temps qu'il faut pour calculer le résultat du changement. Et ça va pas être quelque chose qui s'applique en MIDI en temps réel. Et ça, c'est vraiment nouveau. Je les utilise beaucoup, j'en développe plusieurs d'ailleurs moi-même, et j'aimerais bien qu'ils fassent la même chose pour l'audio, qu'ils
fasse un moyen de modifier l'audio, mais sans être contraint par une logique de temps réel, ce serait super. Et pour les instruments aussi, pour le MIDI audio, enfin pour plein de choses. Ça, c'est quand même un sacré problème, c'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai une note, je vais mettre un synthé, la note, elle a une certaine durée. Elle va durer, je sais pas, admettons que ça dure 10 secondes, ça. Je sais pas si c'est 10 secondes, mais... C'est moins de 10 secondes, mais... Si je mets du decay sur le synthé, elle va s'arrêter. Hop. Là, elle s'est arrêtée un petit peu avant la fin, j'ai l'impression, un petit peu avant la fin de la note. Mais supposons que je veuille demander au synthé que le temps du decay, supposons, hein, je voudrais faire un synthé qui commence à plein volume et dont le volume décroît avec une durée qui est calquée sur la durée de la note. C'est-à-dire, je voudrais que ça fasse ton... Et le moment où c'est du silence total, c'est pile la fin. Je voudrais que ça fasse ça sur cette note, mais je voudrais aussi que ça fasse ça sur des notes plus petites. C'est-à-dire là, par exemple, ça ferait... Toum, 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 toum. Je le fais comme je peux à la bouche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le temps de decay dépendrait de la durée. Eh ben, on peut pas faire ça. Là, on a un même decay qui est le même pour toutes les notes. Ça s'arrête très vite parce qu'il y a du release qui est court. Mais on peut pas vraiment faire ça parce qu'au moment où la note démarre, bien que le séquenceur connaisse la durée de la note, le synthé, enfin les informations MIDI qui sont transmises au synthé, c'est uniquement le fait que la note commence. Et le synthé ne peut pas savoir quand la note va finir. Bien sûr, puisque c'est pensé pour le live, c'est pensé pour réagir à un clavier sur lequel on appuierait sur une touche, et au moment où on appuie, le synthé ne peut pas savoir à quel moment on va relâcher le doigt. Mais là, dans le contexte d'un séquenceur, on pourrait savoir ça. Ce serait super de savoir quand les notes commencent, quand les notes finissent, qu'est-ce qui va se passer dans 10, dans 10 secondes. Enfin, avec Max for Live, on peut un petit peu faire ça. C'est-à-dire, il y a par exemple ce truc qui s'appelle anticipation, je crois. Non, prémonition. Prémonition, ouais. Je le montre vite fait, c'est-à-dire... mais ça ne marche que en mode live, paradoxalement, alors que c'est quelque chose qui est plutôt... qui est plutôt pensé pour une approche non live, mais bref. Bon, j'ai compris, allez savoir pourquoi ça ne marche que avec certains formats de fichiers et pas d'autres. Ça n'a pas l'air de marcher par exemple avec les AIF, mais ça marche avec les WAV ou quelque chose comme ça, je suis sûr de rien. Mais bref, j'ai mis ce sample là, qui tourne en boucle, hein, a priori. Non, il tourne pas en boucle, mais je le mets en boucle, voilà. Et quand je mets prémonition, ce que ça fait, c'est que lui, il a conscience de live, puisque c'est Max for Live, il a accès à l'API de live et il sait quel sample est en train d'être joué. Donc il ne peut pas regarder en avance, de ce que j'ai compris, il ne peut pas regarder en avance sur la timeline, mais il peut regarder en avance à l'intérieur du sample en question. Donc il sait que le sample va boucler dans une mesure et il peut sampler un tout petit bout du début pour faire une sorte de transition, une sorte d'effet de build-up, là je sais pas comment on appelle ça, s'il y a un nom particulier pour ça. Je peux lui demander de prendre un sample plus grand ou plus petit on va dire. Ouais. Je vais le mettre plus fréquemment, tous les quarts de mesure, quelque chose comme ça, ou de temps, de mesure. Voilà, là on le voit, il est continuellement en train de lire un quart de mesure après, de prendre un tout petit bout de ce qui va être lu un quart de seconde de mesure après, faire un petit crossfade sur ce petit bout pour le jouer en boucle avec un volume qui augmente, et ça fait un... Ça c'est quelque chose que je fais souvent manuellement, mais là il le fait pour moi en quelque sorte. Je trouve que c'est pas mal comme approche.
Voilà, ça, c'est un outil dans lequel il y a une notion de, même si c'est fait d'une façon un peu bizarre, l'outil a conscience de ce qui va se passer dans une mesure, ou deux mesures, ou trois, ou quatre, six, etc. Ça, je trouve ça pas mal, mais c'est jamais quelque chose qui a été... c'est pas possible de développer des plugins qui ont une conscience réelle de ça. Il y a plein de plugins qui ont des techniques un peu dodgy pour simuler ça. Par exemple, je vais montrer un cas typique. Ça, c'est un son. Si je devais placer ça sur un temps, le moment où je placerais le temps, il serait là. C'est-à-dire... Si je devais le placer sur une pulsation, quoi. C'est-à-dire que le moment où le sample commencerait, ce serait un petit peu avant le début du temps, ou le début de la mesure, ou du contretemps, ou enfin, on peut l'imaginer comme on veut, mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand on a un sampler, puisque si je mets ça dans un sampler, après, je peux déclencher le sample avec des notes MIDI, mais si je déclenche les notes MIDI tous les temps, le sample il se déclenche un peu après. Et si je dis que le début du sample il est là, c'est bien synchro avec les temps, mais j'ai pas le début, j'ai pas ce qu'il y a avant. Là c'est décalé, et il n'y a pas moyen de dire, et je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je parlais de ça, il n'y a pas moyen de dire le début il est là, mais fais-le commencer avant pour que le début tombe au moment où moi j'ai mis la note. Alors il y a des plugins qui s'amusent à faire... qui s'amusent à pallier ce problème en mettant un mini séquenceur à l'intérieur du plugin. C'est-à-dire là, ce plugin-là, c'est un plugin qui fait des bruits de shaker, et on peut... on peut définir des patterns, et lui, il a déjà enregistré des sons tout faits, je ne crois pas qu'on puisse mettre ces sons custom, mais il a une conscience de où est le début réel du son, et si... je vais mettre un pitch très grave pour voir. Ça reste synchro, même si il y a une longue attaque, et qui est rendue encore plus longue par le fait que j'ai baissé le pitch là. Et donc ils s'en sortent comme ça, mais c'est quand même un petit peu fastidieux d'avoir un séquenceur dans lequel il y a un plugin, dans lequel il y a un autre séquenceur. Enfin, c'est pas hyper pratique. Moi, j'aimerais bien que cette fonction-là, elle s'applique au séquenceur en lui-même. J'ai pas l'impression que ce serait une difficulté incroyable. Et bref, bon, ça c'est pas directement lié. Enfin, si, c'est quand même pas mal lié au MIDI, quoi. Le MIDI a été pensé pour du temps réel, même s'il y a un format de fichier précalculé qui correspond à ça. Et qu'on le veuille ou non, tous les programmes qui se sont adaptés à la norme MIDI, ils ont suivi cette philosophie. Comme façon un petit peu dodgy de gérer les cas particuliers type shaker, il y a certains plugins qui considèrent que un shaker c'est 2 notes MIDI, une note pour l'attaque et une note pour le corps du shaker, et qui d'une manière ou d'une autre sépare les choses en deux. Pourquoi pas, c'est une autre façon de faire, mais qui est là encore pas idéale. Cela dit, maintenant qu'il y a ces outils de transformation MIDI dans Live, et qu'il y a l'API de Live pour Max for Live, j'aurais peut-être moyen, j'ai peut-être des pistes pour développer des outils qui iraient regarder dans le sampler typiquement de Live, avec beaucoup de limitations et d'incertitudes, mais quel serait le sample qui va se jouer, regarder où se trouve le premier transient du sample un peu automatiquement, et décider de automatiquement décaler des notes plus ou moins avant, pour que le transient tombe sur le temps qu'on a décidé comme étant le début de la note. C'est des choses qu'il faut encore que je teste. J'ai fait des tout petits tests à ce niveau-là. Il me semble qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Mais c'est un peu complexe pour un résultat qui marchera peut-être pas à tous les coups. Et les différentes normes VST suivent aussi cette philosophie. Moi, j'adorerais qu'on puisse faire des VST précalculés. Mais je le dis tout le temps, et les gens comprennent jamais. Enfin, je sais que moi, je fais des outils dans lesquels, par exemple... voilà. Cet outil-là, Slide Crusher,
c'est un outil où on voit l'intégralité de la courbe. Bon, j'ai pas fait ou pas encore fait de fonction pour dézoomer, mais je peux slider dans la courbe entière du son. Je peux changer les paramètres de synthèse et je vois les paramètres changer sur l'intégralité du son. Ce qui serait pas possible de faire si c'était du temps réel. J'aimerais bien qu'il y ait des plugins VST, je le dis tout le temps, qui permettent cette approche-là. C'est-à-dire il y a des plugins audio, des plugins MIDI, des plugins instruments qui transforment le MIDI en audio. Il n'y a pas de plugins précalculés. Par exemple, on pourrait imaginer des plugins audio précalculés dans lesquels ça pourrait pas fonctionner en temps réel, il faudrait backer. Je sais pas si le mot est le meilleur, mais il faudrait backer l'audio. De la même manière que là, je bake l'audio, enfin, je le montre visuellement. Enfin, j'ai une première phase de bake qui est visuelle, et j'ai une deuxième phase de baking qui est audio, parce que ça demande un petit peu plus de calcul. Mais peu importe, c'est pas vraiment ça le problème. Moi, j'aime tirer parti du fait qu'on peut connaître l'intégralité de la courbe à tout moment, même quand on est en train de calculer une petite partie de la courbe. Ça peut servir pour les algorithmes. Les algorithmes peuvent typiquement placer le shaker au bon endroit s'il faut, en anticipant sur ce qui va se passer. Ça peut aussi servir à visualiser l'intégralité de la courbe avant de la calculer, avant de faire écouter l'audio. Enfin, ça peut servir à plein de trucs. Les VST ne permettent pas ça. On ne peut pas avoir de VST qui, au niveau du séquenceur, permet de précalculer des choses et de les baker. Et c'est un petit peu agaçant pour moi et pour d'autres développeurs qu'à chaque fois que je fais un outil comme ça et que j'explique pourquoi j'ai délibérément fait du précalculé, on me répond systématiquement « pourquoi t'en as pas fait un VST ?» Et c'est très agaçant parce que j'ai l'impression que je suis clair quand j'explique ça, mais ça manque pas, quoi. Les gens veulent toujours des VST, ils comprennent pas que la norme VST, c'est pas que des avantages, c'est aussi des inconvénients. C'est bizarre, ça me paraît pas difficile à comprendre, mais c'est... Enfin bon. Alors on m'a proposé, oui, en fait, un petit peu de la même manière que Skaka a intégré un séquenceur dans ce plugin qui lui-même est chargé par un séquenceur, il y a quelqu'un qui m'a dit tu pourrais le mettre dans un VST, et puis tu pourrais en faire un VST, et le VST il lancerait de l'audio non pas au niveau du séquenceur, mais de l'audio précalculé qui serait dans un espèce de petit séquenceur que tu aurais toi dans ton VST pour pouvoir faire. Mais c'est débilos d'avoir à faire des niveaux de séquenceurs dans des plugins, dans des séquenceurs. Bien évidemment, il y a aussi... j'ai déjà vu... il y a certains cas de plugins qui sont des plugins pour des séquenceurs dans des plugins qui sont chargés par un séquenceur autre. C'est-à-dire, j'ai déjà vu jusqu'à 4 niveaux, et peut-être même plus. Enfin, bref. Je crois que j'ai pas parlé de la synchro. Mais j'ai déjà parlé de la synchro dans une autre vidéo, donc je vais peut-être... pas entrer dans les détails. La synchro c'est compliqué, ça suppose plein de choses. La synchro MIDI elle est pas simple, c'est pas juste un timecode. Moi j'ai des souvenirs d'avoir déjà essayé de synchroniser deux séquenceurs qui n'étaient pas les mêmes. Par exemple, moi et un ami on jouait ensemble, on voulait juste mettre un câble MIDI pour que les deux machines restent ensemble. Ça posait énormément de problèmes. La synchro MIDI c'est pas... ça suppose plein de signaux. Souvent, il va y avoir un maître et un esclave. Le maître va donner des ordres à l'esclave. Mais le maître, il donne pas juste un tic à respecter. Il donne plusieurs valeurs qui correspondent à quelle est la division d'une mesure, quelle est la division en tic de chacune des divisions d'une mesure. Et il y a tout un standard avec des valeurs à respecter selon... ce qu'on choisit de synchroniser, et si les deux séquenceurs se mettent pas bien d'accord, ça marche pas. Et même quand ils se mettent d'accord, souvent ça se décale, il y a des questions de latence, il y a des questions de transport aussi. C'est-à-dire que, moi j'ai déjà eu le problème que, admettons, j'ai deux machines, il y en a une qui est esclave, j'en lance une, donc celle qui est esclave, elle est... la machine qui est maître dit « joue », donc les deux commencent à jouer en même temps, et à partir du moment où ils commencent à jouer en même temps, il y a un tic qui tourne qui fait qu'elle reste synchro. Mais si après la machine maître, je décide par exemple de faire stop parce que je dois charger un autre projet pour faire transition et que je refais play, la machine esclave, elle aura continué à jouer toute seule, et il n'y a pas de standard très clair pour resynchroniser les deux. C'est-à-dire la seule manière de resynchroniser les deux, souvent, c'est de faire stop play.
enfin stop play sur la machine maître, et ça c'est pas hyper heureux. Je sais que quand je pensais par exemple sur Game Boy, c'était un peu le même principe, mais on avait 2 Game Boy, on mettait un câble Link entre les deux, on définissait un maître, un esclave, le maître faisait play, et les deux restaient synchro assez longtemps, enfin en général ça posait pas de problème, mais après on s'arrangeait pour que les deux passent esclaves avec le même tempo, pendant que l'un change de morceau et est obligé de s'arrêter, l'autre repasse en maître, et il y avait au moment où celui qui était esclave relançait le morceau, ça se resynchronisait, chose qui existe rarement dans les systèmes MIDI, ou plus rarement. C'est-à-dire on a plus rarement l'idée que si je fais play à un moment, ça va pas faire play tout de suite, mais ça va attendre le début de la prochaine mesure, par exemple, du maître, pour se resynchroniser dessus. Ça, resynchroniser 2 machines MIDI qui se seraient désynchronisées sans avoir à arrêter les deux, c'est assez rare. Enfin, de mon expérience, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. C'est vrai que maintenant, il y a d'autres systèmes, par exemple Ableton, il a quelque chose qui s'appelle Link, qui est censé mieux gérer la synchro. Je l'ai utilisé qu'une fois et je peux pas trop en parler, mais j'imagine qu'ils ont mieux pensé les choses puisque c'est plus récent. Même quand les machines restent synchro, par exemple j'ai cette machine Beam dont j'avais fait une démo il y a quelques temps en vidéo, typiquement on lui donne de la synchro MIDI, mais on lui donne de la synchro MIDI pour que le temps de délai reste synchro, sauf que quand on freeze le temps de délai et qu'on lui demande de boucler sur, admettons, 2 temps, les 2 temps ils se décalent progressivement, ils sont pas synchro très longtemps. Avec toutes les machines délai, tous les délais hardware que j'avais pu tester, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire la synchro, elle était vraiment très approximative. J'ai pas toujours exactement les détails de pourquoi c'est approximatif, même si j'ai une petite idée sur la question. Mais en général, c'est beau sur le papier, mais en vrai, c'est particulièrement pénible. En plus, lorsque c'est un délai, parce que il suffit que la synchro soit pas hyper carré, mais qui soit obligé de se resynchroniser régulièrement, vu que le fait de se resynchroniser, ça fait changer le temps de délai très légèrement, donc ça fait changer le pitch de la piste qui est délayée, et pour peu qu'il y ait un peu de feedback et tout, très rapidement, en quelques secondes, la musique, ça devient un truc hyper vacillant, donc ça a quand même un gros impact, quoi. On peut pas se dire qu'on fait à peu près et qu'on s'en fiche. Donc c'est pas une logique de timecode, en tout cas. C'est pas une. On pourrait imaginer d'autres logiques comme celle de la Game Boy où ça se resynchronise à chaque début de pattern. On pourrait même imaginer une logique de morceau où il y a une machine qui dit j'en suis à 3 minutes 15 de tel morceau, resynchronise-toi à 3 minutes 15, et puis la machine esclave va faire une sorte soit elle se met à 3 minutes 15 selon une logique à définir, soit elle fait un modulo pour rattraper le temps de la mesure qui correspond à 3 minutes 15, j'en sais rien. On peut imaginer plein de systèmes, on peut imaginer même des systèmes dans lesquels il n'y a pas de maître ni d'esclave. Mais le MIDI, en l'état, permet rarement ça. Là, on me souffle quand même dans l'oreillette que j'ai pas mentionné le MTC, qui est bien une façon absolue de représenter le temps qui fait partie de la norme MIDI. Mais je suis pas sûr. Alors, à ce qui paraît, on peut intégrer des timecodes MTC dans un fichier MIDI au lieu des tics MIDI, au lieu de la clock MIDI. Mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment, à mon avis, on peut pas vraiment. Mon hypothèse, j'ai pas tellement fait de test par rapport à ça, mais c'est qu'on peut donner une information de MTC par fichier MIDI qui sert juste à dire, par exemple, dans une timeline, dans un logiciel qui aurait une timeline, un logiciel de montage ou je sais pas quoi, ce MIDI-là, il va être lancé à 1h30 il va être lancé à tel moment d'une façon absolue dans la timeline. Mais je pense pas qu'on puisse se servir de ça pour timer chaque note ou pour synchroniser les machines entre elles, même si ça pourrait vaguement être le cas. Je ne suis pas trop sûr de ce que j'avance là. Mais je pense que ça sert pas à ça en tout cas. J'ai un exemple Je me souviens d'un exemple assez idiot, je sais pas si je l'ai déjà cité. Je jouais avec un ami, on avait chacun une machine, je sais plus ce que c'était, je crois que lui il avait un Evolver et moi je devais avoir une boîte à rythme, quelque chose comme ça, je sais plus trop.
Mais parce qu'on voulait être synchro en MIDI et qu'on n'avait pas tout à fait on n'avait pas de machine intermédiaire qui filtrait, genre de MIDI hub ou quoi, et on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre sur ce qu'on transmettait, on transmettait tout ou rien. Bah, quand lui changeait de preset sur l'Evolver, souvent ça faisait changer le preset de la boîte à rythme aussi. Donc, et on a mis du temps à comprendre ce qui se passait. D'un seul coup, j'avais plus les mêmes sons et je comprenais pas pourquoi. Bah, c'est parce que, comme on avait voulu mettre les deux machines synchro ou transmettre je ne sais plus quoi, bah, on transmettait aussi le changement de preset d'une des machines sous la forme d'un programme change qui influait sur le changement de preset de l'autre machine, ce qui était assez agaçant. Alors, on avait réussi à tirer parti de ça, mais en fait c'était quand même une contrainte très arbitraire, quoi. Alors là j'ai marqué les messages MIDI peuvent, mais je sais pas. Oui, il y a d'autres choses qui peuvent influer sur la latence, c'est par exemple le fait d'avoir, ce qui paraît, mais je sais pas si j'ai déjà constaté ça, quand on utilise des très longs câbles, ou quand on utilise plusieurs contrôleurs à la suite enchaînés, il y a des systèmes de MIDI through qui permettent de ressortir du MIDI qui serait entré vers un autre contrôleur, etc., ou vers un autre synthé. Sur le papier c'est pas mal, mais en fait ça peut introduire entre autres de la latence, voire quand il y a trop de matériel à la suite, ça fonctionne juste plus du tout. Si c'est vrai que ça, j'avais déjà fait l'expérience de ça. Et puis même le concept de MIDI through, il n'est pas toujours clair. Il y a des machines sur lesquelles il y a plusieurs MIDI through qui passent pas exactement la même chose. Bien sûr, si jamais on fait pas passer la synchro par des câbles MIDI, mais que on voudrait, je sais pas pourquoi, faire passer ça par exemple par du Wi-Fi, là c'est complètement n'importe quoi, puisque là il y a une latence. Je veux dire, on peut pas espérer être synchro dans ces conditions. On peut faire passer de la synchro ou même du MIDI tout court par des câbles Ethernet. Ça, je l'ai déjà fait. Et ça marche. Il y a un système qui s'appelle MIDI via net. On peut en faire passer par de l'USB aussi, soit avec une machine, avec une petite interface entre les deux, soit je crois directement, il y a un... Alors, on m'a montré un système que je connaissais pas récemment. Enfin, on peut même faire passer du MIDI par des câbles jack, on peut faire passer du MIDI par un peu n'importe quoi, mais à condition que ce soit rapide, enfin que ce soit le Wi-Fi, je sais pas exactement comment ça marche, mais je pense que la gestion des paquets, elle est irrégulière et on peut pas espérer garder la synchro. Quoique j'ai l'impression qu'il devrait y avoir moyen, quoi, si les messages MIDI par du Wi-Fi n'envoyaient pas un message de synchro, mais plus une information timée, que à tel moment dans le temps j'en étais là, il pourrait y avoir moyen de garder une forme de synchro. Ah oui, et j'ai pas dit, mais pour tout dire, je me souviens d'un concert, même plusieurs fois, il est arrivé que, au lieu d'utiliser de la synchro MIDI pour synchroniser deux appareils en MIDI, on utilise carrément des notes MIDI. Il y avait un appareil qui envoyait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou do, do, dièse, ré, ré, dièse, mi, qui envoyait peut-être 16 notes pour un pattern de 16 mesures. Et on s'était dit qu'on se synchronisait avec un petit script que j'avais fait, on se synchronisait par rapport à ça, et c'était, je ne sais plus exactement pourquoi, mais c'était plus pratique que d'envoyer, que de faire confiance au système de synchro du MIDI. Comme quoi, c'est hyper... on pouvait aussi, grâce à ce système-là, c'était très arbitraire, quoi. Si on avait envie de couper une mesure en plein milieu et de réenvoyer do d'un seul coup, alors qu'on n'en était que au sol, au lieu d'en être au je sais pas quoi, on pouvait faire ce genre de choses, donc c'est un peu du hacking. Mais j'avais fait ce document-là qui s'appelait Binding Notes Together. En fait, c'est infini, quoi. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais pas parlé de certains concepts. Mais l'idée de ce document, c'est de dire, quand deux notes s'enchaînent, deux notes MIDI, ce qu'on appelle parfois le legato, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Dans quel cas est-ce qu'il y a un legato ? Est-ce qu'il faut que les notes soient réellement enchaînées pour faire un legato ? Est-ce qu'il peut y avoir un gap entre ? Est-ce qu'il faut lier le pitch des deux notes ? Est-ce qu'il faut retriguer l'enveloppe des deux notes ou pas ? Si les notes utilisent des samples, est-ce qu'il faut garder le même sample ou est-ce qu'il faut faire une transition vers l'autre sample ? Et si on fait une transition, comment ? Si on fait plusieurs notes, comment on fait le glide à partir de plusieurs notes ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? À quoi ressemble le glide entre deux notes ?
Si on relâche une note, est-ce qu'on revient à la première? Quelle note a la priorité sur quelle autre? Est-ce qu'on fait des legatos sur des phrases entières plutôt que sur des notes? Ça pose vraiment énormément de questions, tout ça. Et moi, j'ai fait un peu ce document parce que, en fait, je trouve ça dommage que ça pose plein de questions et on peut imaginer plein de réponses possibles. Mais grosso modo, chaque plugin, chaque logiciel, chaque hardware a sa propre réponse à toutes ces questions et qu'il n'y a souvent pas de terminologie très claire pour définir ça, il n'y a pas de standard très clair. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Là, la chose dont je parle là, par exemple, c'est que là, ça illustre une enveloppe par note. Là, ça illustre une enveloppe par phrase qui contient plusieurs notes. Et là, je donnais une sorte d'exemple d'enveloppe qui contiendrait des phrases et des... Enfin, l'idée d'articulation dans les synthés MIDI, elle est surtout pensée par note. Elle est rarement pensée par phrase musicale qui contiendrait plusieurs notes. Et en général, la façon qu'on a de gérer l'idée de phrase, c'est d'avoir, par exemple, une molette de mode wheel sur un clavier qui aujourd'hui ne sert plus forcément à ce qu'on appelait modulation à une époque, mais qui... Il y a des synthés sur lesquels ça remplace un petit peu l'idée de vélocité, mais qui pourrait évoluer dans le temps. Donc c'est une bonne chose, mais dans la pratique, ça marche pas toujours très bien. Ça pose toujours aussi des questions de est-ce que quand la mode wheel est à 0, le volume de la note doit être à 0 ou pas? Parce que l'idée de volume et l'idée de vélocité, c'est deux choses qui se ressemblent souvent, mais qui sont parfois liées, alors qu'il ne faudrait pas forcément qu'elles le soient, ou il faudrait avoir plus de contrôle dessus. Moi, j'ai aussi des contrôleurs un peu exotiques, comme un contrôleur à vent. C'est-à-dire on souffle, et on peut même mordre le contrôleur, ou le pencher, et contrôler des choses avec ça. Mais en vrai, j'ai jamais réussi... j'utilise la version hardware, mais la version USB MIDI, je crois jamais réussi à l'utiliser, parce qu'elle est trop... Il y a trop de problèmes de latence et d'imprécision, d'aliasing, de latence, il y a trop de problèmes dans tous les sens qui font que c'est une bonne idée dans l'absolu, mais j'arrive pas à l'utiliser comme il faudrait. Et peut-être c'est moi qui sais pas faire, mais... ou en tout cas ma carte son le permet pas, je sais pas, il y a des problèmes, peut-être je ferai une démo à l'occasion. Ouais. Je continue ma liste, là il y a des choses par rapport au Sysex, donc le Sysex System Exclusive. C'est des messages MIDI un peu particuliers, c'est-à-dire que les messages MIDI typiques, c'est des notes, un changement de vélocité, un pitch bend, des choses comme ça, un changement de programme. Mais admettons qu'on ait un synthé particulier, je sais pas, on va dire un sampler qui permette de réécrire un sample, de remplacer un sample par un autre en MIDI. C'est pas le genre de message que n'importe quel synthé va accepter, et donc ce sampler-là, si on ne peut communiquer avec qu'en MIDI, j'imagine qu'il va avoir du système exclusif pour faire des opérations très spécifiques à ce sampler-là, avec des messages qui ne seront lus que par ce synthé-là, et qui n'auront aucun sens pour d'autres instruments. Et donc on a des synthés qui acceptent des messages très spécifiques, système exclusif, et des contrôleurs qui envoient du système exclusif, mais c'est l'un des problèmes, c'est que la plupart des contrôleurs, par exemple mon clavier qui est là c'est un Akai, je sais pas quoi, MPK... la plupart des contrôleurs MIDI, c'est assez difficile de leur faire envoyer du système exclusif. Alors, on peut envoyer du système exclusif à des synthés, mais on peut aussi en envoyer à des contrôleurs. Par exemple, j'avais un contrôleur Akai qui était fait spécialement pour contrôler live, mais on pouvait lui demander d'envoyer juste des messages MIDI génériques à la place de son comportement par défaut. Et pour qu'il adopte ce comportement, il fallait lui envoyer une séquence d'octets très spécifique en système exclusif. Et ça, c'est j'étais obligé de démarrer un programme spécifique sur mon PC, ça devait être MIDI OX ou un truc comme ça, pour pouvoir envoyer ce genre de message. Et des fois, je sais que je me suis déjà retrouvé dans des cas où j'ai été obligé de prendre mon PC. Je faisais... je sais plus ce que c'était, mais bon, je devais jouer probablement avec uniquement du hardware, pas avec mon PC, juste avec des synthés. Mais j'étais obligé de prendre mon PC juste pour envoyer un message système exclusif à un synthé, parce qu'aucun contrôleur ne pouvait facilement envoyer du système exclusif. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça sur plus de contrôleurs. Maintenant, c'est peut-être un peu plus le cas.
C'est le cas aussi sur des petits objets, des MIDI hub, les MIDI. Enfin, il y a des. C'est un peu mieux géré, mais c'est quand même un peu compliqué. Et surtout, ça m'embête que ce soit pas quelque chose de dédié. C'est-à-dire que de la même manière que avec mon clavier là, j'ai des touches macro. Ok, j'ai dû appuyer sur une touche du clavier sans faire exprès en voulant montrer les macros. Ce que je voulais dire, c'est juste qu'il y a des claviers qui ont des touches macro dédiées, mais sur un clavier, je vais pas le montrer, sur un clavier typique de PC, toutes les touches servent à quelque chose. C'est-à-dire, si on veut attribuer un nouveau comportement à une touche, ça veut dire qu'on enlève un comportement qui existait déjà. Il y a les touches F1, F2, etc. qui sont peut-être un cas particulier, mais même ces touches-là, en général, sur la plupart des programmes, elles servent à quelque chose. Donc on n'a pas de touches délibérément vides sur un clavier. Et moi, ça m'embête un peu, des fois, j'aimerais bien. Il y a certains claviers qui ont des touches génériques sur les côtés, mais c'est encore autre chose. Ben, c'est un peu pareil avec un piano. Sur un clavier de piano comme ça, toutes les touches, et même ces pads-là, c'est en fait des notes MIDI, et par défaut, on attend un comportement par défaut de chacune de ces touches. Et les synthés qui ont, on va dire, ce qu'on appelle des key change, il y a des sampleurs, des fois, admettons, ils vont avoir enregistré une guitare, tantôt jouée avec un plectre, tantôt jouée avec un doigt, et si on a envie de passer d'un mode de jeu à l'autre, des fois, ce que les constructeurs font, c'est qu'ils décident que le do grave, ça va pas faire un do grave, ça va faire un changement de mode de jeu. Ce qui est un petit peu embêtant quand on a réellement envie de jouer un do grave. Ou ce qui peut être embêtant pour plein de raisons en fait. Enfin, moi, ça m'arrive souvent d'être en train de faire de l'édition et de déplacer tout un pan de notes MIDI pour pouvoir faire quelque chose et le remettre, et sans faire exprès, en faisant ça a joué en... enfin, il y a une note qui a été monitorée et qui a trigger un mode de jeu et je m'en suis pas rendu compte. Enfin, moi, j'aime pas du tout le fait que le même espace d'expression serve à deux choses qui n'ont rien à voir. On peut délibérément vouloir ça. Je sais que j'ai des amis qui aiment bien jouer justement avec les key change parce que c'est proche et avec les doigts ils peuvent faire les deux. Enfin, je comprends, mais le fait est que si les key change étaient un signal séparé avec des touches séparées qui ne servent à rien mais qui pourraient servir spécifiquement à ça, et un signal MIDI séparé, bah, on pourrait choisir de placer les deux sur le même clavier délibérément si on a envie. Par contre, maintenant que c'est placé délibérément sur le même clavier parce que la norme MIDI a fait qu'on n'a pas trouvé d'autre solution que ça, bah ça devient un petit peu plus dur de se séparer de ce comportement et de retrouver une note. Enfin, moi je suis obligé des fois de faire des bidouilles pas possibles pour avoir une note qui n'est pas placée là en faisant un pitch et enfin, le fait d'avoir les deux sur le même espace, c'est pas terrible pour moi. Supposons que je joue sur un sampler de guitare MIDI et que je veux étouffer les cordes. J'ai pas envie que ça s'étouffe systématiquement à chaque fin de note. J'ai pas envie d'avoir un synthé en plus juste pour ça, d'avoir une piste MIDI juste pour ça. J'ai pas envie d'avoir une note dédiée à ça qui ne ferait pas une vraie note, même si elle est en dehors du range classique de la guitare, ça me va pas forcément pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et j'ai pas forcément envie d'avoir un control change pour ça. C'est plus proche de l'idée de note, quoi. Il y a un signal ponctuel. Il y a pas de solution très simple pour ça. Et idem pour ce qui est de ce qu'on va appeler round robin. C'est-à-dire quand il y a plusieurs alternatives à une note et qu'on voudrait en viser une spécifique, admettons, parmi les infos supplémentaires qu'on peut vouloir indiquer qui sont autres que juste la vélocité, la note, etc., il y a le fait de vouloir indiquer sur quelle corde on est et avec quel doigt. Admettons, si je suis sur une guitare,
je vais pas juste jouer une note. Je vais jouer une note sur une certaine corde avec un certain doigt, et peut-être que ça va étouffer une note que j'aurais jouée précédemment, ou peut-être que ça va avoir un effet de résonance. Genre, on peut imaginer plein de choses. Et le fait que le MIDI considère que les notes sont juste des notes dans l'absolu, ça manque un peu d'infos sur ce genre de choses. Il y a toujours plein de palliatifs, il y a différents types de synthés ou de sampleurs ont plein de palliatifs pour ce genre de choses, mais pour moi, c'est jamais parfait. Ou parfois même, ils décident à notre place. Je sais que les sampleurs de Kontakt, ils font ça. Quand on prend un sampleur de guitare et on joue quelque chose au clavier, il va, je sais pas, il doit y avoir une espèce de macro, de mini-script qui va décider de quel doigt va jouer la note sur quelle corde, et il décide à notre place, et des fois, il décide pas très bien, malheureusement. Il y a par exemple un synthé qui s'appelle Synthplant, qui met bien en lumière ça, parce on peut définir plein de notes différentes. Et selon comment on règle le synthé, chaque note ne fait pas un pitch particulier mais est associée à une note MIDI, ou alors on va prendre un type de note et répartir toutes les notes sur le clavier MIDI, mais ça veut dire que ça exclut tous les autres types de notes qu'on aura générés avec Synthplant. J'ai l'impression qu'il y a plein de synthés comme ça qui s'en mêlent les pinceaux avec ce genre de concept. J'avais noté autre chose, c'est... Ah ouais. Enfin, je sais pas, là je me suis pas renseigné, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai certains synthés qui peuvent être alimentés soit en USB, soit par une alim traditionnelle, mais ça a des effets un peu bizarres, qui est que des fois, le fait de vouloir l'alimenter en USB, ça fait que le synthé croit que le MIDI doit être maintenant reçu de l'USB. C'est le cas de lui, là, du contrôleur Akai. C'est un peu pénible on peut pas utiliser l'USB et le MIDI en même temps, pour résumer. Soit le MIDI il passe par l'USB, soit il passe par le MIDI, par le câble MIDI, mais pas les deux à la fois, et ça peut être un peu pénible. Surtout que des fois j'utilisais l'USB uniquement pour alimenter le clavier. Là il y a plein de control change avec à chaque fois à quoi sert le control change. Genre celui-là, numéro 2, donc c'est pour les contrôleurs avant. Celui-là il sert à rien. C'est bien qu'il y en ait qui servent à rien, mais ils sont répartis un peu partout. Enfin, c'est un petit peu le bazar, on peut dire, tout ça. Et le fait qu'il y ait des choses d'emblée, des comportements d'emblée associés à des control change, c'est... Enfin, il y avait peut-être un côté bien à la base, mais genre au final, aujourd'hui, on ne compte pas les cas dans lesquels un control change sert à un truc complètement arbitraire qui n'a rien à voir avec ce standard. Enfin, il n'y a pas tellement de paramètres génériques, ou très peu. Là, j'ai vu qu'il y en avait des undefined, mais bon, c'est tellement... Je suis même pas sûr qu'ils soient réellement undefined, d'ailleurs, je sais pas comment ça marche. Et il n'y a pas d'association systématique de control change avec des contrôles de synthé. Enfin, c'est un peu le bazar, tout ça. Et de toute façon, on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de messages MIDI, comme les programmes change, les banques, et même les canaux MIDI qui ont plus forcément énormément de sens. Aujourd'hui, si je mets un synthé sur une piste MIDI, ça devrait être quoi le canal MIDI qui est utilisé? En quoi cette information fait du sens? Pareil pour programme change ou banque. Ah oui, et encore une autre toute petite chose. Parce que je me souviens qu'un jour, pendant une discussion, quand je critiquais certains aspects du MIDI, un ami m'a répondu oui, mais peu importe, puisque maintenant on a des choses comme l'OSC, donc on n'a plus besoin du MIDI. Mais parce que lui, il fait des installations interactives, des choses comme ça, où il a des messages très arbitraires à envoyer d'une machine à une autre. Mais l'OSC, ça envoie n'importe quel message. Il n'y a pas un accord entre les différentes machines, comme quoi tel message veut dire joue telle note. Donc pour moi, c'est pas tout à fait valable cet argument. Bon, là, je commence à en avoir un peu marre. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai commencé cette vidéo, donc
Je pense que je vais lire ma prise de notes là, mais je vais passer très vite sur un peu tout. En plus, je sais même plus de quoi j'ai parlé. Je voulais parler des enveloppes. Alors, tout n'est pas directement lié au MIDI, mais ça a quand même une influence. Les enveloppes, des synthés. Enfin, des fois, les enveloppes, c'est plus complexe que juste ADSR. Et le fait que tout le monde considère que c'est juste ADSR, ça m'embête. La résolution. Ah oui, c'est vrai que la résolution de sortie. En fait, j'ai des synthés où la résolution de contrôle est plus et demande d'être assez précise. C'est-à-dire, j'ai des contrôleurs à vent dans lesquels on peut souffler plus ou moins fort, on peut pincer les lèvres, etc. J'ai une sorte de contrôleur synthé qui est une peau avec des piezo et avec plusieurs capteurs où on peut taper comme un tambour, mais ça réagit aussi à un micro-contact sur la peau. Enfin, c'est capté par des piezo. Il y a une sorte de synthèse modale derrière qui resynthétise le signal, etc. Et tous ces trucs-là, c'est pas très copain avec le MIDI. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui avaient sorti à une époque des piezo, enfin des instruments où c'était des piezo qui captaient des vibrations très fines, donc c'était de l'audio. Ça faisait passer cet audio dans un système de synthèse modale avec une grande résolution d'audio, avec en 4400 quoi. Il y avait besoin de cette grande résolution. Et qui, par un effet de synthèse modale ou de ce genre de truc, reconstituait des notes, quoi, des sons de percus, etc. Et je me souviens que quand ce genre d'outil sortait, il y a beaucoup de musiciens qui disaient « Ah, pourquoi vous avez pas mis une sortie MIDI sur votre... » Et ils ont fini, la plupart des boîtes qui faisaient ça finissaient par mettre une sortie MIDI, mais les gens qui disaient ça, qui disaient « Il nous faut une sortie MIDI », ils comprenaient pas bien l'intérêt de l'appareil, parce que là, la synthèse modale, c'est une synthèse qui se contrôle pas juste avec un on et un off sur une note, c'est une synthèse qui prend en entrée un son, c'est-à-dire c'est comme si on avait, ça peut être un frottement, ça peut être un son d'archet, enfin, c'est comme si on pouvait capter uniquement le son du frottement de l'archet sur la corde, et pas de la vibration de la corde, et qu'ensuite la synthèse modale, elle correspondait à... générer le son de la corde qui vibre à partir des micro-variations de frottement. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est très différent de l'idée d'avoir un on et un off, comme pour les notes MIDI traditionnelles. Et le fait de demander que ces outils ne fassent pas directement la synthèse, mais permettent de sortir du MIDI pour contrôler n'importe quel synthé, ça montrait que les gens n'avaient pas trop compris l'intérêt, puisque en fait, ça serait... Enfin, d'accord, ils ont rajouté une sortie MIDI, mais la sortie MIDI, tout ce qu'elle fait, à mon avis, c'est de définir un seuil et de voir si le tapement sur la surface, elle dépasse le seuil ou pas, ou le frottement sur la surface. Et donc, on perd toutes les subtilités qu'on avait avec le contrôle par de l'audio. Après, je voulais parler de la différence des séquenceurs MIDI avec des trackers. Des trackers... où le temps défile verticalement. C'est vrai qu'il y a une sorte de précision qu'on peut avoir avec le tracker qu'on peut pas. Je voulais parler de la polyphonie, du vibrato sur des contrôleurs MIDI. D'ailleurs, je pourrais parler aussi de mon approche de... Enfin, je trouve que la plupart des molettes de pitch qui sont verticales, elles sont pas très bonnes. Ça va pas trop de faire ce mouvement-là pour faire bouger le pitch. Moi, je préfère quand c'est horizontal et qu'on peut faire ça avec le doigt. Mais je préfère encore mieux quand c'est comme sur certains vieux instruments ou très récents, parce que ça commence à se refaire quand on peut vibrer directement sur la note, parce que le clavier est monté sur un châssis. Enfin bon, ça existe. Le MIDI 2.0, c'est une chose. Le standard GM, le fait que entre beaucoup de choses. Je pense que beaucoup de choses ont changé entre le début du façonnage de cette vidéo et aujourd'hui. Après, je voulais montrer un outil dans lequel... Attends, j'ai parlé de tout ça, ouais. Ah oui, l'idée de delta entre les notes au lieu d'un placement absolu de notes, bon, j'en parle pas. Le calcul des timings des événements quand il y a un changement de tempo, ouais. Ah oui. Oui, si on fait du pitch bend et qu'on ne donne pas d'ordre... Enfin, il y a beaucoup de choses en MIDI qui restent comme elles sont tant qu'on n'a pas donné un ordre inverse.
Ah oui, bah oui, des fois on récupère un MIDI sur internet et il y a du control change, mais il correspond à on sait pas trop quoi et ça va pas avec le synthé que l'on utilise pour le lire. Oui, c'est classique. Oui, il y a des formats de fichiers, je crois que le VGM, c'est comme ça, qui émule des puces en émulant un débit très rapide tout ce qui se passe. Enfin, tous les registres de la puce. Euh, et on aimerait bien pouvoir faire ça parfois en MIDI, mais c'est pas possible. Parce que le MIDI, il va galérer. Enfin, il y a des gens qui font du Black MIDI, mais là, ce serait du Black MIDI encore pire que le Black MIDI, quoi. Niveau débit, etc. Bon, je vais pas en parler plus que ça. Euh, Ah ouais, le fait d'avoir des infos, bah ouais. Des fois, il y a une sorte de. Il y a un truc que j'aimerais bien avoir et que enfin, le MIDI permet pas directement ça. Ce serait une sorte de callback. Alors, par exemple, si je prends un sample de kick et je le mets sur une note du drum sampler de live, bah après, quand je vais avoir le piano roll, la note, elle s'appellera kick. Et ça, c'est pas mal. Enfin, il y a quelque chose qui revient en arrière dans la pipeline de diffusion MIDI. Et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est possible dans live parce que live, c'est son propre outil, donc il sait ce qu'on fait. Mais c'est quelque chose qui est difficile à faire en utilisant des standards purs MIDI, quoi. Si je charge contact et que je charge une batterie, bah, live ne va pas savoir que c'est une batterie avec un kick, un snare, etc. Je ferai une démo peut-être. Bon, je pense que j'ai à peu près passé en revue tout ce que j'avais l'intention de dire. Par contre, ça prend beaucoup de temps parce que j'en enregistre un tout petit bout tous les X mois. Là, j'ai un peu tout bâclé sur la fin. Voilà, et là je viens de tout re-regarder et corriger des choses et je suis pas chez moi donc j'ai un mauvais micro, mais je vais m'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup vieilli entre le commencement de cette vidéo et aujourd'hui, mais je suis vaguement content d'avoir fini, ça m'ennuyait un peu.